j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super et je suis hyper contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Putain, j'ai l'impression de ressembler à absolument toutes les youtubeuses en disant cette phrase, mais c'est vrai, du coup voilà. Et en plus je suis hyper contente parce que j'introduis une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne, donc c'est top et j'espère que tu vas me suivre dans cette nouvelle aventure. Si t'es sur ma chaîne depuis un petit moment, tu sais qu'au tout début je faisais juste des vidéos conseils, bien-être, bienveillance, tout ça. C'est toujours d'actualité, je fais toujours ça, mais j'ai rajouté un peu au fil du temps d'autres choses comme des vlogs, ou le dernier rajout que j'ai fait la fois passée c'était des vidéos dans lesquelles je donne mon opinion, donc surtout sur des vrais trucs qui se passent dans la vraie vie, des scandales, ou typiquement ma vidéo sur les influenceurs de 2020 et sur ce que je pensais du Glow Up Challenge. Donc ici, je vais rajouter des critiques de films, de séries, de livres et des théories un peu loufoques sur les mondes que ces auteurs et artistes ont créés. Parce que il se trouve que je consomme beaucoup de ce genre de médias et je pense que toi aussi. Et je trouve ça chouette de penser un peu de manière critique à ces œuvres qu'on consomme. Ce genre de vidéo c'est pas du tout fait pour te faire détester ta franchise préférée ou quoi. Au contraire, je vais d'ailleurs surtout faire des vidéos sur des trucs que moi-même j'ai aimé parce que logiquement c'est ceux dont je me rappelle le plus. Et généralement quand je regarde un truc, je l'aime bien. Plus pour voir à la fois les points forts et peut-être les points un peu plus faibles qu'on n'avait pas trop regardé la première fois qu'on l'a vu. Et le but de ces vidéos c'est pas du tout d'être offensante ou de dire des choses méchantes sur les auteurs de ces œuvres, clairement pas, mais plus c'est une façon pour moi en fait de te proposer un contenu peut-être un peu plus fun et divertissant que quand je fais mes critiques sur des vrais trucs, des choses importantes dont il faut parler, et des fois on n'a pas envie de regarder une vidéo un peu lourde qui va te mettre dans un mauvais mood. Du coup voilà, là c'est une petite façon de penser à des trucs fun tout en ayant quand même un esprit un peu critique. Et voilà, c'est parti! Pour le début de cette série, j'ai choisi une franchise, une trilogie de livres et de films. Enfin, maintenant il y a 4 livres, mais bon, bref, t'as compris, on va parler de Hunger Games. Je me souviens encore de la folie que ça a été quand ces livres ils ont été publiés. Enfin, c'était vraiment un raz-de-marée, tout le monde en parlait, et je me souviens que moi perso j'avais adoré les petites aventures de Katniss et ouais. Déjà j'ai adoré parce que Suzanne Collins elle a vraiment ouvert la voie en fait à une nouvelle façon de penser et de créer le genre de roman dystopique dans la littérature. Enfin, on se comprend, en 2012 c'est pas pour ça que j'avais aimé les Hunger Games, c'est beaucoup plus pour les films ultra stylés, la robe qui prend feu et Gale, clairement Gale. Mais du coup je propose de passer un petit instant fun fact sur le genre dystopique, parce que vraiment quand j'ai appris ça j'ai trouvé que ça rendait la trilogie Hunger Games encore plus cool, donc je vais te le partager. Juste avant que je t'explique pourquoi le monde de Hunger Games ne fait absolument aucun sens, désolé Suzanne. Donc à l'époque quand le genre dystopique il a vraiment commencé à être créé, donc dans les années 1920 par là, il y a eu d'abord un premier roman, je me souviens plus ce que c'est, et après il y a eu dans les années 30 Aldous Huxley avec Le meilleur des mondes, ensuite il y a eu George Orwell avec 1984, du coup ça c'est vraiment considéré comme des classiques de la littérature et du genre science-fiction sous genre dystopie. Et à l'époque c'était que des hommes qui dominaient le marché, enfin on va pas se mentir, ils dominaient juste tout le marché de la littérature et pas uniquement le genre dystopique. Mais en plus de ça, la littérature dystopique c'est une littérature qui est très politique et politisée, puisqu'à la base l'auteur il cherche à montrer à ses lecteurs les dérives que la société peut prendre si elle continue dans ce qu'elle fait actuellement et à quoi ça peut ressembler plus tard. Généralement quand tu crées un roman dystopique, tu prends une chose que tu trouves mauvaise ou qui peut partir en couille dans la société actuelle et tu l'amplifies fois 1000 et ça te donne ton monde dystopique. Et puis généralement c'est fait dans un régime totalitaire, les gens ils ont pas beaucoup de liberté. Et voilà, et là t'as ton monde. Évidemment, à l'époque on n'allait pas laisser les femmes faire un commentaire sur la société, enfin je veux dire, ils sont complètement fous. Ce genre de livre c'était écrit par des hommes, pour des hommes d'âge moyen, donc genre 50 piges, et voilà, ça s'arrêtait là. La seule exception vraiment, en tout cas qui me vient à l'esprit, tu peux tout à fait me dire dans les commentaires si tu penses à une autre, c'est Margaret Atwood qui dans les années 1980, je crois que c'était en 1984, elle a publié La Servante écarlate, donc The Handmaid's Tale. C'est la première femme à avoir vraiment beaucoup de succès en créant
ce livre dystopique. Et du coup, Margaret, c'est un peu celle qui a ouvert la voie à notre très chère Suzanne pour ses Hunger Games qu'elle a publié en 2008. Donc, dans ces conditions, le fait que Suzanne, elle publie son livre où le personnage principal, le protagoniste, c'est une jeune fille, une ado, c'était incroyable, la révolution. En fait, cette trilogie, elle a complètement révolutionné le public cible des dystopies, où maintenant c'est très clairement axé pour les jeunes adultes et les adolescents. Après les Hunger Games, il y a eu vraiment une prolifération avec les Divergentes, The Maze Runner, enfin là je pense qu'à ça, mais il y en a eu énormément et ils ont tous eu plus ou moins de succès. Et le fait est que maintenant quand on dit dystopie, moi je pense vraiment à une série young adult avec probablement un protagoniste du coup ado. Souvent c'est des filles et du coup c'est incroyable de penser que à la base ce genre littéraire qui était vraiment très très masculin s'est complètement transformé pour trouver un public plus jeune qui souhaite suivre une bonne histoire d'aventure tout en ayant vraiment ce côté où le personnage principal, il y a quand même le thème de grandir, devenir un adulte et puis également de voir des personnages féminins qui sont badass et qui gèrent leur truc. Donc ça, je trouve ça très très cool, donc bravo Suzanne. Et maintenant on peut passer à tous les problèmes qu'il y a avec ton livre. En gros, je pense pas que la liste elle va être exhaustive ou quoi que ce soit, mais c'est ce que moi j'ai remarqué en repensant à cette saga. Et toi tu peux aussi me dire tes propres trucs qui t'ont un peu dérangé dans cette saga, ou au contraire les trucs que t'as adoré, si t'es pas d'accord avec moi, si peut-être que j'ai fait une omission. Peut-être qu'il y a un des points dont je vais parler où tu vas être là mais Julie c'est n'importe quoi, c'est pas du tout vrai, et dis-le moi dans les commentaires. Alors bon, le premier c'est vraiment genre moi qui chipote, mais en fait ça m'énerve qu'il n'y ait pas vraiment d'explication pour Panem. Je veux dire ok super, il y a eu des catastrophes climatiques et une guerre. Bon c'est hyper vague et ça me saoule un peu, vraiment on arrive dans Panem et pouf, on est censé croire que ça s'est créé mais on sait pas trop comment, pourquoi, c'est tout flou. On sait juste que c'est situé en Amérique du Nord, mais est-ce qu'il y a d'autres civilisations qui existent? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'est que l'Amérique du Nord qui s'est sauvée? Est-ce que... Enfin, trop d'interrogations par rapport à ça. En fait ouais, ça sent un peu vide, comme si... voilà, elle a pris le prétexte de... On va prendre la guerre et catastrophe climatique. Et voilà, et ça sent un peu vide comme fondation pour créer Panem. Mais après, je comprends que ce soit pas inhérent et obligatoire à l'histoire qu'elle essaie de raconter, mais quand même ça m'enquiquine un peu, j'aurais aimé un peu plus d'explications par rapport à ça. Maintenant, on peut passer vraiment à un gros truc. Un gros truc où là c'est chaud quand même, Suzanne. J'allais dire Collins, mais en fait ton prénom c'est Suzanne, donc voilà. Le gros problème, c'est que avoir des territoires comme ça qui ont chacun des monopoles, c'est pas brillant du tout et je capte pas comment est-ce que les leaders ont pu déterminer que c'était une bonne idée. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer mal en ayant des territoires coupés et des gens qui doivent faire certains trucs et que ce soit vraiment chaque district est coupé des autres et il y a très très peu par exemple, de marchandage entre les districts. Généralement les districts font ce qu'on leur a demandé de faire et ils l'envoient au Capitole. Déjà le truc évident où là c'est chaud sa mère, c'est s'il y a une catastrophe naturelle et en plus le fait que Panem ait été créé parce qu'il y a eu énormément de catastrophes naturelles, ça peut laisser penser que l'état du monde actuel, même si ça se passe bien plus tard, c'est encore la merde, il n'y a pas de raison que ce soit réglé parce qu'il y a eu une énorme catastrophe naturelle. Donc ça doit continuer d'être la merde, donc il y a beaucoup de chances qu'il y ait encore des catastrophes naturelles qui risquent d'arriver, et quand même tu prends le risque de faire en sorte que toute ta production de bouffe ce soit qu'à un seul endroit. Et imagine, il y a une catastrophe naturelle qui fait que tous tes champs, tu peux te les mettre là où tu penses parce que tu vas pas avoir de la bouffe de là, à cause de la catastrophe. Ça se passe comment en fait? Les gens, comment est-ce qu'ils vont manger s'il y a plus de... si l'endroit où t'es censé faire à manger n'existe plus, ou en tout cas est bien mal en point à cause de une inondation, un ouragan, un truc. Donc ça me paraît un peu bête. Enfin je comprends en fait que ce soit nécessaire à l'histoire, mais du coup c'est quand même très compliqué à croire et à gérer parce que ce serait tellement plus logique que chaque district fasse un peu d'agriculture, fasse un peu de ci, un peu de ça. Et oui, il peut y avoir des parties du territoire qui sont plus faites
pour avoir telle ou telle responsabilité, notamment par rapport à l'environnement, mais c'est juste tellement un risque d'avoir qu'un seul district qui fait la nourriture. En plus de ça, il y a une autre question qui découle directement de ça. Comment est-ce que les gens dans les districts ils s'habillent? Comment est-ce qu'ils mangent? Je veux dire, ok, district 12, ils s'occupent du charbon. Donc il y a des mines, blablabla. Comment est-ce que les gens ils s'habillent? Qui c'est qui fait leurs habits? Et donc c'est le district 8 qui s'occupe de tout ce qui est textile. Donc j'imagine que ça veut aussi dire faire les habits. Mais du coup comment ça marche? Parce que obviously il n'y a pas que le district 8 et le Capitole, vu qu'il est censé envoyer sa production au Capitole, qui est habillé. Les autres ils sont pas tous à poil. Donc ça veut dire qu'ils envoient aussi au reste des districts. Sauf que c'est explicitement dit qu'il n'y a pas de marchandage entre les districts. Donc est-ce qu'ils envoient tout au Capitole et après les Capitoles redistribuent ça? Sauf que le Capitole c'est loin d'être une société communautaire dans laquelle ils redistribuent les richesses. Donc ça fait pas trop de sens. Sans compter le fait que même si on oublie les habits, les gens, je sais pas, ils trouvent un moyen de s'habiller, notamment par exemple grâce au black market dans le district 12. Sauf qu'ils peuvent pas que compter sur le black market pour s'habiller et avoir des vêtements parce que c'est censé être un marché illégal. Enfin, c'est obligé d'avoir une façon légale d'avoir des vêtements, sinon le Capitole comprend qu'il y a un black market et ils vont le faire arrêter. Donc ça n'a pas de sens. Plus le fait que, je veux dire, les parents de Pita ont une boulangerie. Donc ça veut dire que pas tous les habitants d'un district s'occupent de la production générale de leur district. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plein de commerçants et plein d'autres jobs dans chaque district? Mais on n'en parle pas, on parle que de Pita et de la boulangerie. Parce que si chaque district fonctionnait comme une sorte de mini-société avec des gens qui font les vêtements, des gens qui font la nourriture, déjà ça ferait beaucoup plus de sens. Mais de nouveau, d'où est-ce que ces gens ils auraient leurs matières premières? Typiquement, si c'est pas eux qui créent le blé, comment est-ce que la matière première elle arrive chez Pita pour qu'ils puissent faire le pain? Donc oui, il y a toute une histoire de pain avec chaque district qui a sa propre matière première pour faire les grains. Ça reste un peu compliqué, j'ai l'impression, cette histoire. En fait, plus on creuse dans l'histoire des districts et comment ça fonctionne vraiment au quotidien, ça devient un peu flou, j'ai l'impression. Mais bon, passons à autre chose. Une autre chose que je comprends pas du tout dans les Hunger Games, c'est pourquoi est-ce que le district 2 n'a pas décidé de se rebeller contre le Capitole et surtout pourquoi est-ce que la rébellion n'est pas arrivée beaucoup plus rapidement. Concrètement, c'est le district 2 qui a le véritable pouvoir. C'est eux qui font la police. C'est eux qui s'entraînent énormément. S'il y a un problème, le Capitole, ils ne peuvent pas se défendre. Parce qu'en réalité, le Capitole, il n'a pas de pouvoir contre les districts. Je comprends pas comment est-ce qu'il a réussi à garder son pouvoir, sachant que sa police ne vient pas de son district. C'est pas lui qui a les guerriers. Tu vois, si on pense par exemple à Rome, sachant qu'en plus, toute l'histoire de Panem est clairement basée sur les jeux des Romains, tout ça, les gladiateurs, bref. Sauf que Rome, ça a marché comme empire, où vraiment ça passait de... On commence à Rome et ensuite on s'étend sur le reste, donc par exemple sur les districts. Sauf que ça marchait parce que Rome c'était une cité guerrière. Les guerriers ils habitaient à Rome. Sauf que les habitants du Capitole, ils sont choyés et ils sont pas battus une seule fois dans leur vie. Ils sont pas du tout prêts à prendre les armes et à défendre leur régime. Parce que les choses qui leur permettraient de mater une rébellion, c'est le district 2, c'est l'armée qui se trouve dans le district 2 et éventuellement de la haute technologie que les autres districts n'auraient pas, ce que la haute technologie elle est créée dans le district 3. Les habitants du Capitole ils sont futiles, non entraînés au combat et ils ont été choyés toute leur vie. Ils vont pas tenir 2 secondes contre une révolution entre le district 2 et le district 3. Donc c'est vrai que ça c'est un peu compliqué à croire que vraiment le Capitole a réussi à garder sa mainmise pendant autant de temps sur Panem parce qu'on sait quand même qu'on sait pas quand a été créé Panem, on sait pas combien de temps réellement ça existe. Par contre, on sait que ça existe en tout cas pendant plus de 75 ans, vu le nombre de jeux, et c'est étonnant que ça dure aussi longtemps. Parce que les gens du district, la seule façon pour laquelle ils se rebelleraient pas, c'est s'ils avaient pas de raison de se rebeller. Sauf qu'ils ont une raison de se rebeller vu que le Capitole est clairement l'endroit le plus riche, et que même les districts assez riches, donc les premiers districts, sont quand même beaucoup plus traités comme de la merde que les gens qui habitent dans le Capitole. C'est pas comme si, ok, le Capitole ils ont le pouvoir, mais les autres districts n'ont pas de raison de se rebeller parce qu'ils sont traités de manière juste. Et ce serait la seule façon d'expliquer pourquoi les vrais districts qui ont le pouvoir ont décidé de se laisser faire écraser par le Capitole. Et en soi, le concept même des Hunger Games c'est un peu chaud parce que
tu crées ta propre révolution en fait. Si tu fais ça en tant que dictateur, tu dis littéralement aux parents que ah bah tous tes enfants sont en danger, et du coup les parents ce qu'ils font, on a toujours entendu la phrase des parents qui disent je tuerai pour mon fils, je tuerai pour mes enfants, je suis prêt à faire tout et n'importe quoi. Et j'ai du mal à croire que dans ce futur, les parents ils décident d'en avoir rien à foutre de leurs enfants. C'est même tout là la punition, de voir un être aimé aller au combat et avoir énormément de chances de mourir. Donc ça me paraît assez évident que tous les parents décideraient, et pas uniquement les parents des carrières, d'entraîner au mieux leurs enfants, même s'ils sont pauvres et que peut-être que la priorité c'est de survivre tout simplement, comme dans le district 12, sauf que c'est aussi une assez grande priorité pour les parents à mon avis de faire en sorte que leur enfant ait plus de chances de vivre. Donc même s'ils doivent consacrer beaucoup de temps à la survie, crois-moi qu'ils vont aussi consacrer du temps à faire en sorte que leur gosse sache un minimum se débrouiller avec les armes du coin, ou tu vois, ils vont trouver des moyens d'entraîner leurs enfants. Et ce que ça fait, c'est qu'au bout de 3 générations où les grands-parents, parents, enfants ont déjà été dans les Hunger Games, et bah t'auras une population de super warriors et guerriers qui ont été entraînés toute leur vie, et ce sera que les gens les plus forts qui auront survécu logiquement. Sans compter qu'ils ont eu le problème supplémentaire de devoir survivre en vivant dans la pauvreté, donc ils ont aussi un mental d'acier ces gens, et à ce moment-là c'est pas uniquement le district 2 et 3 dont le Capitole il doit se soucier, c'est absolument toute la population, parce que à mon avis ils sont assez en colère. Donc voilà pour moi les plus grosses raisons pour lesquelles Hunger Games ne fait aucun sens, mais reste avec moi parce qu'il y a quand même une raison principale pour laquelle le world building de Suzanne ne fonctionne pas, mais c'est pas trop grave. Ce qui se passe, c'est que le livre il est écrit en jeu, donc le focus il est très clairement sur Katniss et son histoire et celle qui la raconte. Donc Katniss elle n'est pas omnisciente, elle connaît pas tout, donc c'est potentiellement une raison, même si c'est un peu la voie de la facilité, de dire oh bah j'ai pas expliqué l'histoire de Panem parce que Katniss elle est pas au courant. Par exemple, on peut penser qu'elle est pas au courant si d'autres mondes existent, sauf que là c'est quand même un peu compliqué parce que y a pas d'école dans Panem, comment est-ce qu'ils ont leur savoir? Sachant que on est sûr que même si Panem se déroule des centaines d'années après notre civilisation telle qu'on la connaît, on sait que les habitants de Panem ont des souvenirs, ils connaissent l'histoire d'avant. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils nous l'expliquent pas. On sait qu'ils connaissent l'histoire d'avant parce que Haymitch explique l'expression qui vient de Panem, donc pain et des jeux, Panem et Circense. Ça veut dire que il se rappelle des Romains, enfin il se rappelle pas mais il connaît l'histoire des Romains, donc je vois pas pourquoi il connaîtrait pas l'histoire beaucoup plus récente de Panem. Donc à mon sens, même si Katniss est le narrateur principal et qu'elle est pas forcément fiable, dans le sens où il y a des choses qu'elle connaît pas, il y a des choses qu'elle peut biaiser, vu que c'est sa propre façon de raconter l'histoire. Pour moi, ça se ressent quand même comme la voie de la facilité parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que Suzanne Collins, elle aurait pu nous expliquer en passant peut-être par d'autres personnages, dans des dialogues et tout ça, et juste dire bah Katniss elle est pas au courant donc j'ai pas besoin d'expliquer ça, ça me paraît un peu facile. Facile mais au moins ça donne du sens à certains trucs. Par contre le truc des districts, ça c'est... je capte pas. Donc à mon sens il manque quand même quelques éléments du monde qui auraient pu être créés, qui étaient à la portée du protagoniste principal, et ça aurait permis vraiment de rendre ce monde des Hunger Games un peu plus réel. Mais c'est que ma petite théorie et les petites choses qui me tiennent éveillée la nuit. Sur ce, j'espère que t'as apprécié ce nouveau type de vidéo et cette vidéo en particulier. Tu peux me dire en commentaire quel autre film, série, livre t'aimerais que je parle. Tu peux t'abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine!